Good morning, everyone. Thank you for joining our webinar. Just 1 minute to allow people to enter. Okay, while allowing people to enter in the webinar room, we will try to situate the context of this webinar. Thank you again for joining us. We are happy to be with you this morning. On behalf of the John Learning Hub, all the learning hubs of the Global Fund, we know that the Global Fund's grant cycle 8 comes at a critical moment for global public health and the malaria response. And funding constraints and competing global crises are placing increasing pressure on national malaria programs. In this context, the Global Fund GC8 modular framework and prioritization guidance support applicant countries to select the most impactful interventions. It orients on the Global Fund Strategy 2023 and 2028, and GC8 Strategic Shift has a roadmap to set out priority actions and targets. And for communities and civil society, understanding GC8 Global Fund guidance is essential to ensure meaningful engagement and in funding request development and grant making, advocacy with CCM and governments, and effective oversight during implementation. In this context, the 6 regional learning hubs supported by the Community Engagement Strategic Initiative convened this webinar to impact Global Fund GC8 guidance for malaria for communities perspective, with the aim to translate global guidance into accessible information and to support communities to engage strategically and confidentially in GC8 process. So this webinar objective is mainly to increase awareness and understanding of the GC8 modular framework, malaria investment prioritization guidance, including program essentials and key shift. Its objective is also to raise awareness on key opportunities in GC8 in reducing equity, human rights, and gender-related barriers to malaria services. It will also present resources available for communities and civil societies for GC8. It will also aim to strengthen the capacity of CSO, CBOs, and communities to engage in GC8 funding request development, including prioritization of key intervention. So thank you again for coming to this webinar. And we have availability of interpretation for French-speaking people and also for English-speaking people, because there are some speakers who will speak in French. So you feel free to go to interpretation channel and choose the right language. So according to the agenda, we should begin with Luis from the communities delegation, who will make up a presentation on the overview of GC8 modular framework and malaria prioritization guidance. Unfortunately, we had a constraint and will not be able to join us. So we will go directly to Alistair, who will present us the community right and gender consideration on malaria prioritization guidance. So
Alistair, I will give you the floor. Thank you. Thank you so much, Ida, and thank you to everyone who has joined the call today. Let me just share my screen. Uh, if it's okay for me to share my screen because I changed some slides last Okay, you can night. share your screen. Perfect. Okay, you should be able to see my screen now. So as Ida mentioned, I'm going to briefly share how Grant Cycle 8 can be used to prioritize interventions to address structural barriers to malaria services. And I really hope that someone soon will be able to speak to you more about the modular framework, the RBM gap table, the malaria prioritization guidance, and also the RSSH prioritization guidance. So for me, I want to start a little bit with the foundation that we work from the human rights team, from the community engagement team, which are our minimum standards and our minimum expectations for the Global Fund grant cycles. So this first slide here shows our 5 minimum human rights standards. And these are a really important entry point for you as you're engaging in discussions with national programs and with partners about how programs are designed and where there may need to be additional investment. These 5 standards on the screen here define both what the Global Fund will and will not fund, but they also can be used to report violations to the Office of the Inspector General if any of these 5 minimum standards have been violated by any grant recipient of the Global Fund. So these standards apply to all Global Fund recipients. They're in the contract agreements with our principal recipients, and they're expected to be cascaded down to the respective subrecipients and sub-subrecipients. So I would really recommend using these as an entry point for discussions. So for example, the first point on granting non-discriminatory access to services for all, including people in detention or closed settings. This is not really only about the way someone is treated within a health facility or within a community-based program. It's also around the way that services are designed and delivered. If they are designed in a way that actively excludes individuals or populations from the program, that is an issue with discrimination, and that is something that should be discussed. And if you're witnessing this happen in practice, to consider reporting. The same applies to other points here. Point 4 on respecting informed consent, confidentiality, and privacy when it comes to healthcare. Malaria services are delivered in really, really important health platforms like antenatal care and primary health care. And we all expect that privacy and confidentiality is considered as part of the way those services are delivered. And if we're not seeing that, we do have a problem. So keep this in mind as part of your discussions. The second, which I'm sure you're all very well aware of already, they are our minimum expectations for community engagement, and these apply throughout the entire grant lifecycle. And again, they're important points for you to lean on if you're not seeing the engagement that you would be expecting, because the Global Fund expects that communities affected by malaria are included in all consultations from the beginning of developing the funding request. We expect that your representatives on CCMs have access to information on the status of grant negotiations, including between when the funding request is submitted and the grant is signed. So all of those discussions that happen in between, as well as during implementation. And we also expect that your representatives on CCMs have access to timely information on program implementation, on what's happening, on the results, and where there might be particular gaps that need to be discussed, or where that community-based and community-led services could help to solve. So specifically when it comes to Grant Cycle 8, our guidance has been released over time since early April. And I'm sure most of you have started to see some of these guidance, and I hope that you've been able to read them. The yellow box here on the screen and the purple box, this is the malaria prioritization guidance and the RSSH prioritization guidance.
that has all of the details about what we can fund in these spaces. It speaks about all of the different activities related to vector control, related to case management, related to health system strengthening. And I hope that someone will be able to speak about this in more detail with you. But today I wanted to focus on the green box on the screen here, which is the enabling impact guidance. And this is the guidance that we have. There's a few actually enabling impact guidance, but this specific one is on addressing structural barriers to services, specifically human rights and gender-related barriers. The guidance that we put forward here really emphasizes the use of barriers assessments to inform the funding request. And actually, in almost all of your countries, a matchbox assessment has been completed. And I have it here on the screen. Almost every country with endemic malaria in sub-Saharan Africa has conducted this. Quite a lot of countries in Asia and the Pacific have, or not the Pacific so much, in Southeast Asia and subcontinental Asia have done the assessment. And we're seeing it increasingly being used in Latin America, although less so compared to other regions. But there is incredibly important evidence here, conclusions and recommendations that should be used to inform your advocacy and the priorities you're putting forward. These documents are owned by national programs, so they have an interest in making sure that these recommendations are taken forward. So I do encourage you to use these as part of your engagements. The guidance that we put forward also outlines considerations to ensure that programs related to human rights and gender are effectively contributing to the malaria response. It's not that they're just being implemented because we expect that they are, but actually that they are contributing to better health outcomes. It also reinforces strategies to integrate barriers reduction work into both disease-specific responses, so specifically into vector control and case management work for malaria, as well as cross-cutting work within RSSH. It's not only situated within system strengthening work. So in the just a couple of minutes I have, I'm going to take you through the different examples and modules. So on this slide here, what I really wanted to highlight is that we know, for the last couple of years, the environment in which malaria programs are being implemented has been changing significantly, and it changes on a daily basis. It's obviously the epidemiological environment that exists, but also the political environment, the financial landscape. There are so many factors that are influencing the quality of malaria services, as well as their accessibility, availability, and acceptability. As we really navigate these challenges, we're also seeing a really rapid shift of focus in countries on integration and sustainability. And of course, these are important, integration and sustainability, but to meaningfully address equity, human rights, and gender-related barriers to services, we need a dual track approach, two different prongs. We need targeted programmatic interventions that focus on the known barriers, the known human rights and gender-related barriers to malaria services that keep people away or reduce the quality of those services. As well as, on the other side, really meaningful integration of this work into malaria responses. So at the bottom of this screen, I've included 3 important modules, which are the modules that my team, Niluka's team, and the Community Rights and Gender Department as a whole have more visibility and ownership of. The first is the human rights module. It focuses on 3 complementary areas of work, including expanding access to non-discriminatory healthcare by reducing stigma and discrimination in healthcare and community settings. And we often get this criticism that stigma and discrimination reduction work is focused on the HIV epidemic or the TB epidemic. Perhaps in some cases, that's where we see it happen more, but it's not true that this work should be siloed within HIV and TB responses. There are really important issues relating to stigma and discrimination in malaria responses. It could be really stigma around women's health, around adolescent health,
It could be discrimination related to Indigenous persons, around migrants and mobile populations that don't have access to healthcare, around prison programming, which is incredibly important for malaria. So this work applies in the malaria setting as well. This module also focuses on strengthening legal literacy and support so that communities understand and can claim their health-related rights. And it also focuses on advancing law and policy reform to make sure that the environment in which grants are being implemented and the national programs are implementing enables equitable access to care. The second module here is the gender module, which really centers on tackling gender discrimination and harmful norms that limit women and girls' ability to access services or undermines the quality of the services or the care that they're receiving. This module also prioritizes preventing and responding to violence against women and girls, really recognizing that safety, autonomy, and freedom from violence are essential to consistent use of healthcare and access to healthcare. And then finally, the community system strengthening module, the CSS module. This is something I'm sure you're well aware of because many of you receive funding through this module. For Grand Cycle 8, it has a much stronger focus on sustainability and transition readiness. So it includes some of the things you've been working on before, really prioritizing strengthening community-led organizations, on institutionalizing community-led monitoring. So not really focusing on pilot models, it's really trying to find ways to institutionalize CLM into the national responses. And on ensuring meaningful community engagement in national decision-making spaces. And this is not necessarily global fund decision-making spaces, it's international decision-making spaces about health, national or even subnational. So yeah, these modules can be used to invest in targeted responses related to malaria, as well as cross-cutting systems level work with this dual track approach I mentioned. But we also really encourage you to think about how this work is embedded within the vector control work and the case management interventions as well as other RSSH activities like human resources for health, like the digital investments, because we'll also see really important impact where addressing inequities, addressing human rights and gender barriers is really part of the way vector control and case management services are designed and delivered. So my final slide includes just a couple of additional considerations to really improve the impact of this programming, and the guidance that I mentioned goes into much more detail. Given the time, I'm not going to go through all of these, but I do want to highlight just a couple. The second box here, I think, is an important one, which is moving beyond one-off activities toward more mature and comprehensive programs. In the environment where we're working in, isolated efforts such as one-off trainings or the production of materials for a single purpose are really insufficient to addressing systematic barriers to care. This work really needs to form part of a longer-term integrated strategy that shifts attitudes, behaviors, and system sustainability and accountability. So we need to really be thinking a little bit more strategically about the activities we're including in the national disease responses. The third box at the top I wanted to highlight as well, which is around the platforms that we work with. So it's, we have vertical disease structures that have existed for quite some time, but there are also really important platforms like RMN-CAH platforms, antenatal care, and primary health care, which are incredibly important for malaria service delivery to ensure that these activities and services are accessible to all. So as part of the increasing integration into these platforms, we need to make sure that there is attention on stigma, discrimination, violence against women and girls, and the barriers that they face. And this really also includes, investments in safe, private, and respectful care by strengthening healthcare worker competencies, whether facility-based or community-based,
and ensuring really strong linkages between community-based programming and these service delivery platforms. The third box I guess I wanted to highlight was the top right corner, the strengthening local expertise. For Grand Cycle 8, we really want to make sure that we're preserving essential investments in community-based service delivery. This responds to the demand side barriers that we see, and those barriers that particularly women and adolescents face in accessing facility-based care for both them and for their children. But these barriers are also faced by other communities vulnerable to infection or poorer health outcomes. So community-based programming remains critical for the malaria response. The fourth one I wanted to highlight in the bottom left corner is safety and security. Malaria programs are often being implemented in unstable areas with conflict, areas that are prone to natural disaster or human-induced disaster. So it's really important that we're ensuring the safety and security of community facility-based healthcare workers, as well as service users. It needs to be central to the way programs are designed. And that means that as part of the funding request, but as well as routine programming, that there is sufficient focus on security planning, considerations of ways to adapt in different scenarios, and that there are emergency mechanisms set up to provide support when things go wrong. So keep that in the back of your mind as well. The fifth one I wanted to highlight, which is the second one at the bottom, is around multi-sectoral coordination, particularly for the human rights and gender work to remove barriers to access. There are so many actors in your countries that are working on human rights and on gender. So we really encourage you to find ways to partner with those other actors, whether formally or even informally. Many of them may be working outside of the health space, but still are really powerful voices when it comes to health responses. So this includes women-led organizations or feminist organizations. It includes national human rights institutions, and it includes other networks of human rights defenders. So I encourage you to find ways to really bring them into your way of working. And finally, I just wanted to touch on the very bottom right corner, which is the digital work. As part of this, increasing focus on integration and sustainability, we're also seeing a really, really rapid adoption of digital technologies, including artificial intelligence, and the broader digital transformation of health. And this is an important step in making health programming more sustainable, but there are also risks to the adoption of digital technologies. So removing human rights related barriers and having a human rights lens to this needs to be a core consideration. So when we're thinking about interoperable digital systems, about outreach strategies through digital platforms, including through social media, when we're thinking about, messaging apps, WhatsApp, Signal, general SMS, etc., that you're using to coordinate, whether it's in community settings, in conflict settings, we need to be thinking about confidentiality, privacy, consent. If you're adopting a new technology, you need to be thinking about ways to prevent and respond to digital harms. And I guess you also need to be thinking about who has access to this technology. Do health workers or service delivery providers have the capacity to use these digital technologies? And do service users have access to digital technology that allows them to receive health information through these platforms? So there's an equity issue or digital divide issue that needs to be considered as well. We don't want to see a rapid shift to digital platforms and the kind of dissolution of physical services because it means people will miss out. So there needs to be a really ethical response and a very intentional focus on the way that we digitalize health responses. And we need to make sure that rights are a core focus of that. So I'm going to end here. I really hope that you'll take the time to review this guidance. It has much more information than what I mentioned today, but it's still quite short. I think it's around 8 or 9 slides. So you should be able to get through it very quickly. But if you have any questions at all, you can write things in the chat today.
you're welcome to reach out to your learning hubs who coordinate very closely with us. And I also encourage you to learn from each other because many of you have a lot of experience with these different elements, as well as with the previous slide, the human rights focused activities, the gender focused activities, and the CSS work. So please make sure you're using these platforms to learn from one another. Back to you, Ida. Thank you all for your time. Thank you very much, Alistair, for this great presentation on the community right and gender consideration for malaria prioritization guidance. I think we will have a time for question and answer now. So if you have some question or some comment to Alistair, it's the time you can raise your hand and take the floor. I see that we have one hand. Maybe I will take Jimmy. Jimmy, you raise your hand, you have the floor. Jimmy, are you here? Okay, if not, we will take Cheikh Abou Lako Traoré. Cheikh, bonjour, tu as la parole. Feel free to speak in English or French. Yes. Bonjour, je vais parler en français. Okay. Ok, merci Alistair pour sa présentation. Moi, je m'appelle Cheikh Abou Lako Traoré, je suis au Mali. À Sikasso, je suis directeur exécutif d'une association qu'on appelle AKS, Association Coloniale de Solidarité. Nous avons eu à organiser le dialogue communautaire ici au Mali dans le cadre de l'écriture de la note consensuelle du Fonds mondial GC8. On a beaucoup parlé d'intégration au Mali ici, d'intégration des maladies telles que le palu, la TB, le VIH. Et peut-être que, bon, peut-être j'ai pas bien saisi, mais j'ai pas vu cet élan-là ici. Est-ce que par rapport dans les autres pays, ou bien dans le cadre même du Fonds mondial de financement des GC8 même, est-ce que cette intégration existe au niveau de tous les pays? Et par ailleurs, par rapport aux populations clés, hein, si on demande de capitaliser sur les populations clés, et maintenant, comment est-ce qu'on pourrait valoriser les acquis en matière de droits humains? Aussi maintenir l'impact social et sanitaire social malgré les contraintes financières, parce que on va sur des contraintes financières, de la réduction budgétaire et beaucoup de choses. Donc, ces paramètres-là, est-ce que ces paramètres-là sont considérés? Et la valorisation des acquis en matière de droits humains, aussi l'impact, le maintien de l'impact sanitaire et social malgré les contextes financiers. Voilà, donc ce sont ces quelques observations, questions que j'avais. Ok, merci, Cheikh, pour ces questions. Alistair, do you want to answer now? Yeah, maybe I can start by speaking a little bit about the integration work. So there are important considerations for the integration and sustainability focus that many countries are embarking on. Some of these discussions will have to happen as part of the broader focus on HIV, TB, and malaria. For me today, it's really speaking about the human rights work and the gender work and the CSS work. But I think one thing is really important to consider. When we think about integration, there are multiple layers of integration that we need to be thinking about, at least from the perspective of the human rights and gender work, because of the way that this is being done. We need to make sure that we're considering an integration of human rights and gender related barriers work into vertical disease programs, where they will continue, because in some settings, there will still be highly verticalized programming. That doesn't need to happen everywhere. It's based on specific scenarios where you need to have that type of work happening. But human rights and gender needs to be part of that. We're also, of course, seeing an integration of the vertical responses, so HIV, TB, and malaria coming together where it makes sense. And it doesn't make sense everywhere. It only can really make sense where we see the same populations accessing these services in different environments.
And then the final stage of integration is around integration of the vertical response into primary healthcare. So trying to create a horizontal health system for comprehensive primary healthcare. And so in each of these different ways we focus on integration, we need to make sure that there is a strong focus on removing structural barriers to healthcare, whether it's vertical, whether it's integration across vertical, or in primary healthcare platforms. It's probably not the answer you're looking for, because what you seem to ask about was really around broader integration of HIV, TB, and malaria. And for those discussions, we would really need to make sure that the RSSH advisor, the HIV advisor, TB advisor, and malaria advisor are here to talk about the interlinkages. Okay, thank you. And for the first question, I think this guidance note has been spread, checked through the learning hubs and also to other channels, and we will spread also the presentations, and the one from Alistair will be shared to all the participants also for you to refer to. Thank you very much. I don't know if there is another question. Yes, Charlie Maikai, you have the floor. Charlie, is he here? If there is not another question, I think we will move. I don't see Charlie again. Okay. Thank you very much, Alistair, for your presentation. If there is another question, I think the person can post it in the chat box so that Alistair will try to answer. So we will move forward to the second session concerning the reflection by CS4Me, Civil Society for Malaria Elimination. Thank you for Fidel and his team to be here with us and to collaborate during this webinar. And I think CS4Me, we present to us the guidance document for GC8, and then we will have a community exchange with some community speakers on how malaria communities can better participate in GC8 process to ensure sustainability of community-led services beyond the Global Fund support, and also to strengthen integration of malaria services into national health system. Thank you, Fidel. You have the floor for this session. Thank you so much, Ida. I think I have a lot of connection issue. Maybe I will close my camera. When we begin the webinar in English, I will switch in French from our participants that speak that the French is the main language. Ok, merci une fois de plus, Ida, pour cette opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'exprimer dans cet important webinaire. Surtout après Alistair. Thank you so much, Alistair. It's very nice to meet you. Nous avons au cours de cette session une présentation qui sera faite par un membre du secrétariat de CSOMI, Madame Linda Dia, qui va présenter le tout dernier guide élaboré par le secrétariat CSOMI autour du GC8 avec un accent sur la composante paludisme. Toutefois, ce guide peut être appliqué aux trois maladies avec énormément de très bons conseils qui sont délivrés dans ce guide pour pouvoir mieux intervenir dans le GC8 en cours actuellement dans la plupart des pays. Également, à la suite de Mme Linda, on aura deux panélistes, deux experts communautaires qui vont nous édifier sur des questions bien spécifiques. Ça sera notre premier panel de discussion au cours de ce webinaire. Je vais de ce pas, pendant que Mme Linda va positionner sa présentation, je vais une fois de plus me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Fidel Bemado, je suis programme manager en charge des questions liées à la société civile et l'engagement communautaire à Impact Centrafrique, le secrétariat du réseau mondial CSOMI, Civil Society for Malaria Elimination. Linda, ta présentation, me voit plutôt la fin.
Je sais pas si tu peux mettre la première slide. Allô, Linda, tu nous entends? Oui, fidèle, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, OK. Je pense OK. qu'on va laisser. Je vais te laisser le soin de pouvoir euh, effectuer ta présentation et par la suite, on va aborder les questions spécifiques en lien avec ce guide et surtout avec le GC8 auprès de nos deux experts qui sont Dr. Ndia du Sénégal et Madame Nafisa Tame du Cameroun. Donc, Linda, over to you. Thank you. Bonjour, good morning to everyone, good afternoon. Merci fidèle de m'avoir passé la parole pour présenter le guide de ciel sommet GC8A. Le guide comprendre et agir efficacement dans le processus Grand Cycle 8 du Fonds mondial composante paludisme est un guide pour la société civile. Euh, Ce guide intervient à un moment où euh, euh, le Fonds mondial change de paradigme et ce guide se décline en 5 parties qui ressortent le contexte, l'objectif du guide, les principales nouveautés du guide, le rôle de la société civile dans le GC8 et ça vous ressort également quelques exemples d'activités que la société civile peut proposer dans le GC8. Il est important de souligner que ce guide intervient dans un contexte de diminution des financements mondiaux où le Fonds mondial réoriente le G8 vers les approches intégrées plus efficientes. Oh, là, j'arrive pas à changer. OK. Bien, mais doit changer. Une minute. Vous m'excusez, j'ai un problème. Les claviers, ça ne prend pas beaucoup. Je crois que tu peux juste switcher avec ton clic droit. Ça Ah, pourrait, c'est comme bon, c'est. merci, merci, merci. Ah, ok, comme je le disais, il est important de souligner que ce guide intervient dans un contexte de diminution des financements mondiaux où le Fonds mondial oriente le GC8 vers des approches intégrées plus efficientes, bien évidemment avec les communautés au cœur de cette transformation pour conserver leur expertise dans la riposte contre les 3 maladies, le paludisme, le VIH, la tuberculose. Euh, OK, plus spécifiquement, ce guide vise à accompagner les communautés et les organisations de la société civile dans la lutte contre le paludisme dans tout le processus du GC8. Ils invitent la communauté et la société civile à comprendre le contexte et les transformations du GC8, de maîtriser les processus de demande de financement et sur comment identifier et proposer des interventions intégrées pertinentes sur comment comprendre les nouveaux mécanismes et renforcer les capacités des OSC et sur comment accélérer la pérennité. Et aussi, le guide souligne des principales nouveautés dans le GC8, comme l'intégration des services et des systèmes VIH-TB, le dialogue pays précoce multimaladie, l'évolution des critères d'évaluation du Technical Review Panel qui ne se limite plus seulement à la qualité ou l'impact de l'application de la demande, mais au-delà de ça, la qualité d'intégration des services, entre autres. Aussi, le guide nous ressort le rôle et comment la société civile intervient dans les différentes étapes du GC8. Par exemple, vous allez être édifié sur son rôle pendant le dialogue précoce, l'élaboration de la demande, l'établissement de la subvention, la mise en œuvre et la repriorisation. Ce guide donne également des orientations aux communautés et les organisations de la société civile qui œuvrent dans la riposte contre le paludisme sur comment adapter les activités au paradigme du GC8. Par exemple, dans le GC8, on parlait de la formation des agents de santé communautaire
à la prise en charge du paludisme. Maintenant, dans le GC8, en termes intégrés, on parle de la formation des agents sanitaires communautaires polyvalents à la prise en charge intégrée des maladies fébriles incluant orientation VIH, TB et soins santé reproductifs maternels, néonatales et infantiles. Donc, entre autres, et aussi, par exemple, en termes de SBC, en termes intégrés, au lieu de parler d'une campagne radio prévention essentiellement paludisme, on parle d'une campagne multimédia intégrée dont paludisme, dépistage, fièvre, prévention, VIH, plus symptômes TB et nutrition. Donc, ça, ce sont des exemples que vous allez retrouver dans le guide. Et aussi, le guide révèle aussi quelques erreurs à éviter dans le GC8 et des leçons apprises du GC7. Quelques erreurs à éviter qui sont soulignées dans le guide. Ça invite la société civile et les communautés à éviter de travailler en silo et dans ce cas, on risque un rejet par le Technical Review Panel. Il conseille de coordonner avec les OSV, IH, TB et autres. Donc, vous allez parcourir le guide pour avoir des différentes erreurs à éviter dans le GC8. Aussi, quelques erreurs aussi de surestimer la polyvalence des agents de santé communautaire. Donc, ce guide est là pour guider la société civile. OK. Le guide est disponible sur le site CS4Me en anglais et en français. Et bien que certaines étapes du GC8 soient déjà passées, ce guide demeure une ressource essentielle pour orienter les acteurs, de capitaliser les apprentissages et soutenir les prochaines phases du processus. Nous vous invitons vivement à le explorer et en faire un outil de référence dans vos interventions dans le processus GC8. Merci fidèle de m'avoir passé la parole. Merci. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je crois qu'on a, pour toutes les personnes qui désirent poser les questions, on aura l'opportunité de pouvoir le faire certainement. Dans le chat, vous pouvez poser vos questions dans le chat box. On a partagé le lien pour accéder au guide CSOMI sur le processus GC8 avec cet accent sur la composante par le gym dans le chat box. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à pouvoir accéder au guide et retrouver tout un tas d'informations, comme Linda l'a si bien dit, non seulement sur le processus GC8 en cours dans les pays où la société civile participe au développement de notre conceptuel, mais également à ce qui doit être fait par la suite. Parce que le GC8 ne s'arrête pas après la soumission de la demande de financement. Ce n'est que la première, ça peut dire la première étape. Le plus gros vient après et ce guide vous donne également de très bons conseils sur ce qu'il faut faire après la demande de financement. Donc, on a, pour pouvoir s'appuyer et élargir la question sur ce guide et surtout sur ce que la société civile doit faire dans le cadre du GC8, deux experts qui vont intervenir sur la question. Mais avant peut-être de passer la parole aux experts, j'aimerais m'attarder revenir sur un point qui a été déjà de manière liminaire présenté par Linda et que je veux revenir par la suite ici en vous présentant cela. C'est ce qu'on appelle le cadre modulaire. Plusieurs personnes avant moi ont échangé, ont brièvement présenté cela et nous ont rappelé l'importance de ce cadre modulaire. Le Fonds mondial, chaque cycle, met à la disposition des pays un document, c'est-à-dire un sorte de guide pour pouvoir orienter les pays dans le choix des interventions qui peuvent être mentionnées dans le cadre, qui peuvent être mentionnées dans les demandes de financement. C'est vraiment des orientations, ce n'est pas des obligations. Et ici, on a le dernier cadre modulaire qui a été produit et diffusé le 10 avril dernier, dans lequel le Fonds mondial s'attarde sur un certain nombre d'interventions liées aux quatre grands c'est-à-dire, modules, ça veut dire c'est ainsi, sur lequel les pays sont amenés à rédiger pour pouvoir
bénéficier des subventions du Fonds mondial. Ces modules sont le VIH, la tuberculose, le paludisme et le renforcement des systèmes de santé pérennes. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus je vais pas beaucoup m'attarder sur le cadre modulaire. Je voulais juste l'introduire pour qu'on nous rappelons que n'oublions pas, lorsque nous sommes dans les sessions d'écriture des notes conceptuelles, de pouvoir se référer au cadre modulaire. Si je prends juste l'exemple du paludisme, je vais directement au paludisme. Comme nous sommes dans un webinaire qui s'attarde beaucoup plus sur le paludisme a déjà un certain nombre d'interventions qui sont menées et qui sont proposées à l'issue des consultations menées avec tous les leaders du domaine de la société civile, du domaine technique, du domaine de la santé, pour pouvoir mieux orienter les pays dans l'écriture des demandes de financement. Donc ici, il y a bien spécifié par module et les types d'interventions qui peuvent entrer dans la lutte contre, la demande de financement pour le paludisme. Là, je parcours vraiment brièvement le module paludisme. Vous voyez, c'est bien spécifié même par grande intervention. Nous avons, par exemple, la lutte antivectorielle. On vous décrit les différents types d'interventions qui peuvent entrer dans la lutte antivectorielle. Nous avons ça c'est juste la lutte antivectorielle. Donc, vous avez les différents types d'interventions avec des exemples, des descriptions de ce qui entre dans ce type d'intervention. Nous avons la gestion des cas où, pareil, on présente les différents types d'activités qui entrent dans ces grandes interventions pour pouvoir nous aider la société civile, aider les experts techniques des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des ministères de la Santé, à mieux proposer des interventions calibrées dans nos contextes respectifs et dans le cadre de l'écriture de la note conceptuelle paludisme qui doit être soumis au Fonds mondial aux différentes périodes les différentes périodes qui ont été arrêtées par les pays pour pouvoir soumettre leurs demandes de financement. Donc, c'était juste quelques minutes. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de ne pas mettre de côté le cadre modulaire. À côté de ce cadre modulaire, il y a d'autres documents qui ont été produits par le Fonds mondial. Alice en a parlé un peu et parle également. Dans le guide CSOMI sur le GC8, vous avez les liens vers tous ces documents produits par le Fonds mondial qui nous permettent de nous orienter dans le choix des bonnes interventions et des activités essentielles à mettre en avant dans l'écriture des demandes de financement. Nous vous invitons massivement à pouvoir accéder à ces cadres modulaires, accéder au guide des priorités sur le paludisme, aussi bien que sur le VIH et la TB. Il y en a pour les trois maladies et même pour le renforcement du système de santé. Donc, nous vous prions de vraiment consulter ces documents, les lire et vous assurer que les interventions que nous proposons dans les demandes de financement soient également en concordance avec ces orientations du Fonds mondial qui sont mises à disposition de tous dans le cadre du GC8. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus parce que dans la suite, il y a des experts qui vont mieux parler de la question. Donc, je vais m'arrêter là et juste, vous allez me donner l'autorisation d'introduire ces deux experts. Comme je le disais en début de mon propos, nous avons le docteur Moutanga Dia du Sénégal qui va prendre le temps de lorsqu'il va prendre la parole, va s'introduire en quelques secondes. Nous avons Madame Nafisa Tamé du Cameroun qui vont nous édifier sur les questions, on va mieux creuser la question sur le G C8 avec ces deux experts. Docteur Ndia, vous êtes avec nous? Vous pouvez ouvrir votre caméra. On voit juste un écran noir. Je ne sais pas si c'est un souci de connexion ou quoi. Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Très bien, docteur Ndia. Ma caméra est ouverte aussi, hein? Mais on voit juste un écran noir. Je crois que c'est comme s'il y a un écran noir. C'est comme s'il y a une bande qui bloque la vidéo. Il faut peut-être, bon, si c'est que on va peut-être, bon, on va directement aller avec vous d'abord. On va vous poser la première question. Elle porte sur, la première question va porter sur la pérennisation des services. Nous sommes aujourd'hui, Linda l'a évoqué tout à l'heure, la nécessité de pouvoir penser durabilité, surtout dans ce contexte vraiment particulier de la réduction des financements. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait
concrètement par non seulement des acteurs communautaires, et également par peut-être des services étatiques pour s'assurer de la pérennité des services gérés par les communautés au-delà du soutien du Fonds mondial. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, dans ce sens-là? Qu'est-ce qui a été fait dans le GC7 qui peut être reproduit dans le GC8 et qu'est-ce qui doit être fait de manière innovante dans le GC8 pour se rassurer qu'on peut s'assurer de pérenniser certains services, surtout les services gérés par les communautés, au-delà du soutien du Fonds mondial. Vous avez la parole. Merci. Bonjour Fidèle et bonjour à tout le panel. Merci Ida et merci à tous les organisateurs de nous donner cette occasion d'échanger autour du GC8 et notamment par rapport aux questions sur la pérennisation. Je dois dire que comme le Fonds mondial le souhaite toujours, c'est de tenir compte de l'existant, d'apporter des nouveautés, mais également de s'inscrire dans la durée. Et pour ça, je dois dire qu'au Sénégal, on a eu quand même des expériences assez intéressantes. Sur la période de 2012 à 2016, nous avions eu un projet financé par l'USAID qui s'appelait PSCC, Programme Santé Communautaire, et qui a été l'occasion d'expérimenter une forme de pérennisation, surtout du fonctionnement de ce qu'on appelle ici les cases de santé, qui sont des structures de santé à base communautaire que les communautés ont le plus souvent elles-mêmes érigées, et avec l'appui souvent d'une ONG, mais qui, par certaines de ces structures même, sont devenues des structures étatiques parce qu'elles ont été transformées en postes de santé. Et dans le cadre donc de l'appui de ce projet-là pour la pérennisation du fonctionnement de ces cases, il y a eu tout un processus d'accompagnement pour que l'autogestion de ces structures-là soit faite par les communautés elles-mêmes. D'abord, des comités de pilotage ont été installés sous l'égide de l'autorité administrative, même le sous-préfet de la localité, c'est lui-même qui préside ce comité-là au sein duquel il y a le représentant donc, de la structure sanitaire qui couvre cette zone-là, le médecin de district, mais aussi les leaders communautaires et les acteurs communautaires. Et ces comités avaient pour rôle d'abord de faire l'état des lieux, l'analyse situationnelle pour voir dans quelle situation se trouve cette structure de santé, cette case de santé. Est-ce qu'elle est à niveau avant d'envisager de les laisser continuer eux-mêmes, il faut d'abord qu'ils soient mis aux normes, c'est-à-dire que la structure soit dans un état acceptable, que ça soit clôturé, qu'il y ait au moins 2 pièces, un espace d'accueil des patients qui viennent rechercher des soins. Mais également, même du point de vue des intrants, la liste des médicaments, est-ce qu'elle est complète? Est-ce que l'eau courante est là? Est-ce que même le comité de santé même qui est chargé d'appuyer cette structure-là, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle dispose même d'un minimum de 20 000 francs CFA en caisse? Donc, c'est toutes ces conditions-là qui doivent être remplies. On les aide à mettre en place, toutes ces conditions-là, et maintenant de les observer sur une période pour voir est-ce qu'il y avait un maintien ou une amélioration ou au contraire une détérioration de la qualité des prestations. Et le paludisme faisait partie des observations. On regardait est-ce que les prestations dans la lutte contre le paludisme étaient maintenues, étaient améliorées ou il y avait eu des pertes de rendement. Et les IRA, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, etc. Donc, il y a au moins 3 ou 4 pathologies pour lesquelles on observait est-ce que si on laisse la structure, on laisse les acteurs locaux gérer elles-mêmes cette structure-là, est-ce qu'il y avait un maintien de la performance? Et ça a été évalué sur une période. Et dans l'ensemble, on avait vu que les acteurs communautaires, avec leur structure d'accompagnement, le comité de santé notamment, arrivaient à maintenir, parfois même à améliorer les prestations. Donc, il y a tout un dispositif d'accompagnement à mettre en place pour pouvoir permettre aux communautés elles-mêmes d'assurer la pérennisation, l'autonomisation. Maintenant, il se trouve que cette structure doit être supervisée par la structure étatique de la localité, notamment le poste de santé, ce qu'on appelle chez nous un poste de santé où il y a un infirmier chef de poste et une sage-femme, s'il y a une maternité dans ce poste de santé-là. Et ce sont ces deux profils de personnes qui doivent superviser les acteurs communautaires afin
de garantir la qualité, la fourniture d'intrants, etc. Malheureusement, c'est là où on sent comme une faiblesse. Ces acteurs étatiques prétextent souvent leur cahier de charge qui est très, très fourni. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir superviser tel qu'ils l'auraient souhaité. Et c'est à la longue, c'est ça qui entraîne une déperdition et parfois que la structure devient non fonctionnelle. Donc, c'est vraiment tout ce côté, si on arrivait à mitiger cela, si on arrivait à améliorer la supervision de ces structures-là, on aurait beaucoup gagné en matière de transfert de compétences et de pérennisation des interventions à base communautaire. Surtout que nos acteurs communautaires ont quand même l'expérience de la polyvalence. Cette intégration-là sur laquelle le GC8... Le GC8 30 secondes encore, Dr. Ndia, s'il vous plaît. Pardon? 30 secondes encore, s'il vous plaît. 30 secondes. D'accord, juste je voulais juste dire que les organisations communautaires de base qui accompagnent les structures de santé souvent s'appellent réseau IEC, réseau d'acteurs communautaires polyvalents. On les appelle des réseaux d'acteurs communautaires polyvalents. Donc, ils ont l'habitude de l'intégration, de la prise en charge de plusieurs pathologies en même temps. Donc, et puis, les programmes d'ajustement structurel entre les années 80 et les années 2000 aussi sont une expérience que nous avons. Donc, la rareté des ressources, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez nous. On a pu s'adapter, on a pu accompagner les populations les plus vulnérables. Et je pense que le fait que le GC8 insiste sur cela ne fait que réveiller de vieilles habitudes, de vieux réflexes qu'on pourra gérer, je pense, dans le temps. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ndia. Madame Dafisa Tamé, même question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour s'assurer de pouvoir pérenniser ces interventions de lutte contre ces services communautaires gérés par les communautés dans cette situation où le Fonds mondial particulier où il y a cette réduction des fonds et même après le Fonds mondial? Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là? Vous avez la parole, merci. Bonjour Fidèle et bonjour à tout le monde. Bonjour Fidèle et bonjour à tout le monde. Merci de me passer la parole. J'espère que vous m'écoutez. Bon, moi, je pense que pour pérenniser tout ça, il faut déjà qu'on puisse suivre les indications du code qui va nous donner les indices pour pouvoir mieux travailler sur le terrain. Déjà, on peut dire, renforcer déjà la mobilisation des fonds en communauté. Ça veut dire travailler avec les mairies, travailler avec certains GIC, certains grands. On va déjà voir comment mobiliser les fonds pour nos propres. Déjà aussi faciliter les intégrations dans nos organisations parce que d'intégration, c'est à l'aide de décentralisation. Ça veut dire, c'était de renforcer les capacités des agents de santé communautaire. Mais au GC8, on parle d'intégration. Et l'intégration, ça va vers la réduction des coûts. Donc, ce qui veut dire que c'est très important de travailler dans nos sociétés, dans nos organisations à déjà aussi l'intégration de nos agents de santé communautaire. Quand je dis seulement les agents de santé communautaire polyvalents, donc ça veut dire ce n'est plus seulement dans le cadre du paludisme, mais dans le cadre général, ça veut dire renforcer tous ces agents qui sont sur le terrain dans la triple sensibilisation. Ça veut dire, si c'est un ACRA qui parle de la tuberculose, il ne va pas juste parler de la tuberculose, il va parler des autres maladies. Ça réduit les coûts et ça réduit le personnel, bien que ce serait dommage pour certains communautaires qui sont dans la lutte, mais c'est une réalité. Donc, il faut la réduction des coûts par cette intégration-là. Et aussi, très important, ça veut dire la remontée des données. On doit avoir une triple remontée des données. Parce que pour avoir les données, ça a des coûts. Donc, si on travaille à faire intégrer la remontée des données, ça va diminuer aussi les coûts. Mais cela, il faudrait encore renforcer tous ces agents qui sont sur les terrains, tous ces agents communautaires qui descendent à toutes ces personnes qui puissent intégrer des services, intégrer le triple dépistage, la triple sensibilisation,
remontage des données par les RMA. Donc, ça veut dire les agents de santé déjà ont ils n'ont qu'à faire, tout ce qu'ils n'ont qu'à faire, c'est allô? Tout ce qu'ils n'ont qu'à faire, si je peux dire, une intégration. Bon. Maintenant, s'il y a encore du temps, je veux parler. Oui? Allô, Nafisa. Merci vraiment. Allô? Je crois que Oui, je vais allô? embrayer avec l'intégration. Et effectivement, c'était ma deuxième question. Je crois que tu as déjà commencé à aborder le sujet, puisque nous sommes déjà dans le... On parle beaucoup d'intégration depuis le début du G8. Il est demandé à pratiquement tous les pays qui ne l'ont pas encore fait de pouvoir s'assurer de prendre en compte ce concept d'intégration. Et nous voulons savoir, d'après toi, s'il te plaît, qu'est-ce qui peut être, quelles sont les leçons apprises du GC7, ou bien qu'est-ce que selon toi, selon ton expertise au niveau communautaire, qu'est-ce qui doit être fait pour renforcer l'intégration des services de lutte contre le paludisme dans les systèmes nationaux de santé? Tu as la parole, s'il te plaît, Nafisa. Déjà, il faut que, à l'époque, au GC7, c'était les gens de santé communautaire, on renforçait leur capacité, mais polyvalent. Mais maintenant, il faut qu'on fasse l'intégration des systèmes. Ça veut dire quoi? S'il faut un agent de santé, il ne va plus juste sensibiliser sur le paludisme. Il va aussi sensibiliser sur la tuberculose, il va aussi sensibiliser sur le VIH. S'il va faire le dépistage de l'utilisation des TDR, il ne va pas juste faire pour le paludisme, les dépistages pour le VIH. Et s'il se rend compte des signes de la tuberculose, il va, dans la référence aussi, référer pour les 3 maladies. Donc, c'est ça qui santé communautaire qui sont sur le terrain, que ce soit les pères éducateurs, que ce soit les ACRA, tous ces mondes-là, ils ne peuvent que intégrer ces services-là. Les triples dépistages, la triple prévention et la triple sensibilisation. Merci beaucoup, Nafisa. Vraiment un grand merci pour ton intervention. Je vais reposer la même question au docteur Dia. Docteur Dia, nous sommes vraiment dans ce sillage. On a réduction des financements, on a le problème de mobilisation des ressources domestiques. Qu'est-ce que, selon vous, doit être fait vraiment, même question que Madame Nafisa, pour pouvoir s'assurer d'un renforcement efficace de l'intégration des services de lutte contre le paludisme dans les systèmes de santé nationaux? S'il te plaît, Nafisa, si tu peux couper ta caméra pour le moment, s'il te plaît. Merci. Docteur Ndia, vous avez la parole. Oui, merci Fidèle. Je pense qu'en matière d'intégration, déjà nous au Sénégal, au cours du round 10, le TRP avait presque enjoint le Sénégal à élargir le paquet de services offerts par les acteurs communautaires. Au début, ce que nous appelons les DSDOM, les dispensateurs de soins à domicile, qui ne faisaient que la lutte contre le palu, ils faisaient les tests de diagnostic rapide et dispensaient les ACT. Mais au round 10, le TRP nous a dit, faites de ces dispensateurs de soins également des acteurs qui prennent en charge la diarrhée et les IRA, qui sont les premières causes de mortalité infantile. Et ce paquet a effectivement été élargi depuis lors. Et dans le système de santé officiel également, depuis le début des années 2000, avec les programmes ICCM, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, il n'était plus question qu'un enfant vienne dans une structure de santé et qu'on l'examine uniquement sous l'angle des signes qu'il présente, mais qu'on en fasse un tout, qu'on examine l'enfant dans l'ensemble, qu'on prenne en charge toutes les pathologies qu'il est censé avoir. Et voilà, donc, cette expérience d'intégration mérite d'être réactualisée, réorientée, renforcée, mais il y a déjà suffisamment d'expérience en la matière qui nous permettront de rendre effective cette intégration-là, surtout dans un contexte de ressources raréfiées, comme on le sait maintenant avec les GC8. Fidèle, est-ce que j'ai répondu à la question? Merci beaucoup, Dr. Ndia, parfaitement. Si à vous écouter, vous et Madame Nafisa, il y a vraiment
volet communautaire qui doit être pris en compte dans l'intégration. Madame Nafissa a soulevé la question des agents communautaires qui interviennent dans la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, et la nécessité de pouvoir les renforcer, pour ceux qui ne l'ont pas, qui sont encore renforcés, à pouvoir prendre en charge les 3 maladies, plus un seul agent de santé communautaire pour le paludisme, plus de maladies de manière, plus de prises en charge de manière isolée, mais une triple prise en charge liées aux 3 maladies. C'est vraiment une très bonne. Merci beaucoup pour cette réflexion, Madame Nafissa. Et vous avez appuyé cela, Dr. Ndia, en soulevant déjà, depuis le round 10, l'intégration des services qui a démarré non seulement dans le cadre du paludisme ou au-delà du paludisme simple, les agents communautaires prennent en charge également les diarrhées, les infections respiratoires aiguës, et par la suite, cela a évolué. Donc, il y a vraiment cet aspect où nous comprenons que l'intégration va démarrer au niveau communautaire. Et cela soutient l'idée de départ où nous nous disions qu'est-ce qui doit être fait pour s'assurer d'une pérennisation des services déjà faits, qui sont gérés par les communautés, et si pour pouvoir atteindre cette durabilité, pouvoir s'assurer d'une durabilité efficace, efficiente et appropriée pour tous les services au niveau communautaire, il est essentiel de passer par l'agent communautaire qui est le maillon de base, qui est le premier acteur au niveau de la lutte contre les 3 maladies, au niveau communautaire. Et c'est ce que je retiens de vos différentes interventions sur les 2 questions qui nous ont été posées. Je vais vous remercier grandement, cher Dr. Ndia, cher Madame Nafissa, pour votre expertise et votre partage. Je crois qu'il y a beaucoup d'échanges dans le chat box, et n'hésitez pas, s'il vous plaît, chers participants, à nous donner vos opinions également concernant l'intégration. Fidèle, si je peux ajouter juste un dernier mot. Fidèle. 30 secondes, Dr. Ndia, 30 secondes, s'il vous plaît. Donc, je dis que vraiment, chez nous, ce qui manque, c'est juste vraiment que la supervision de ces acteurs-là soit quelque chose de régulier et de pérenne. C'est uniquement ce qui retarde un tout petit peu la performance des acteurs communautaires, mais ils sont polyvalents, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir réussir l'intégration, mais à condition que la supervision également puisse les accompagner. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ndia. C'est sur ces paroles qu'on va on va redonner la parole à Ida pour la suite. Merci beaucoup, Ida. Over to you. Thank you very much, Fidel. Congratulations for this interesting panel, which allow us to have some great information around CS4Me guidance, and also around communities participation in GC8 process for sustainability and also for integration. Thank you very much. I think we will now move to the second panel. We will have also a panel discussion, but this time it will be according to region. As you know, this webinar is organized by All the Learning Hub, and so we will have a panelist from Asia Pacific and also a panelist from Anglophone Africa and one from Francophone Africa. And we will exchange around building stronger, integrated, and sustainable malaria responses to achieve national targets. And the panel will bring best practices, lessons learned from GC7 malaria grant from different regions that could be used to guide community engagement and advocacy in GC8 program design. And for that, we have 3 famous speakers. We have from Asia Pacific, Dr. Ratanaza Petsuvan, who is a senior advisor from Fondation Mérieux. We will also have from Anglophone Africa, Eva Muturi, who is a malaria representative within the
CCM, Kenya CCM. From Francophone Africa, we will have Dr. Tunaba Belem from Progetto Mondo, the subrecipient for malaria in Burkina Faso. Welcome to all the panelists. I think I will give the floor first to Dr. Ratanasia Etsuvan. Good morning, Doctor. How can you tell us what was the challenges you encountered during GC7 grant for malaria responses, and how do you use GC7 grant to respond to the challenges? Thank you. I hope you hear me, yeah? Yes, we hear you. Yeah. So first of all, thank you for the regional hubs, especially from the Francophone hub that invited myself on behalf of the Asia Pacific, and particularly from the civil society here in Laos, to be able to share with you our best practice. As you know that in Laos, the roles of civil society is very, very strong, and I'm very happy that the government acknowledged the importance of the active participation of the communities, especially from the civil societies. It's not easy. It takes many, many years, but at least we have proven, and also thanks to the global funds, that we have this kind of platforms. No? If I remember, under different project like World Bank or whatever, the role of civil society is very, how can I say, non-significant. But under the global funds, with the creation of CCMs and the representative from communities, we have a voice. We can do our job better. I mean, in parallel with the public services, because you know that the public service they are located in either in a provincial hospital, district hospital, or stop at the health centers. But beyond that, are the communities, no? And of course, they can go on a monthly or whatever, but they are not present there. So that I think the role of the community, especially for malaria program, is very important, because in Laos here, malaria have been much reduced. But we still have, pocket of malarias, especially among the forest goers, or migrant population. And to access to this, I think community are the best people who can do that. But for example, for in Laos, forest goers, they are very discriminated because it is illegal. They go to the forest, they collect something, they hunting. If the sheep of the village ask them, "Where are you going?" They would say, "Okay, I just go to my plantation." No, they don't never reveal what they are doing, but of course they know each other's. So I think that if community themselves, they know each other's. Okay, this guy here, they know, because after the harvest, they spend more than 3 months in the forest, to collect up this thing. That's why from the civil society ourselves, we think that we have to continue, the community-led services, but we think that we should target, to high-risk populations, especially in the southern of Laos, in 4 provinces. And of course, we should be active in the field interventions. For example, be involved in malaria testing, household visit. In Laos, we have the G6PD deficiencies, and it is very sensitive issues. That's why close monitoring of patients after given, Primakin or whatever is very important. And then, of course, we should also prioritize, the seasonal window. For example, as I mentioned, that malaria is very seasonal, is mostly high during the rainy season, so that
this have to be taken into considerations. And then, of course, there are a lot of interventions recommended by WHO, like TDA, but it's not easy to implement it. So those who are missing from the TDA, like in Laos, the targeted drug administration, reach only 30%. And I think the role of our community is how to reach these missing people, so that the hotspot can be how can I say contained. And of course, we should also strengthen the institutional capacities and leadership by empowering the local governance. Of course, I fully agree with you that integration into primary healthcare service. Of course, now we are working very silo, malaria, TB, HIV, probably the future, trying to train our village health volunteers to be more polyvalent. But it's not easy, because when you imagine in the hospital, you have specialists, you have dentists, you have internists, you have others, but at the grassroots level, they are polyvalent. How it's not easy. They don't have the tool to be able to identify the disease. So this is one of the challenge. But of course, we have to integrate. That means beside malaria, learn them, to be able to take care of the maternal and child care, the fever management, and so on. And then, of course, we should focus on how to make them, be competent, be self-sufficiencies in terms of project management or financial ownership. And of course, what is most important is about the data. In Laos, we are very lucky that the governments, the public allow civil society, to assist the public, in entering data, assisting the village volunteer entering data and then checking the correctness. And of course, one very important issue, I think, about the human rights, equity, gender, and so on. Because when we select the communities, we are not choosing someone from different region. We are choosing the one in the same village, so they know it. They can speak the language, they know the custom, and so on. And also, of course, we are going to continue the long-lasting nets, but there is a problem among forest growers now, whether it will work or not. And I think that probably we need to rely on, I don't know, repellents. It's very difficult to find, effective or WHO recommended or approved repellents. But we have to try everything. And then, of course, JETSI data is very important, because when villagers go to the forest, they bring the family, the wife, the children, the grandchildren, and I think in Laos that women are the one who take care of the health of the families. So this kind of thing are very important. Of course, what can be learned from the GC survey and then move to the to GCA. I think that we should secure the governance representation. That means not only CSO is representing in the CCM, but for example, the National Malaria Elimination Committee, we should find so that representative from civil society or malaria affected population be there. And of course, we should ensure that financial barrier, for access to treatment and testing for malaria should be free of charge, even when the donor are reducing. And of course, scaling up community-led monitoring. I think this is important because they know what's lacking, what's missing, what they need, and also ensure the quality and distributions. And of course, I think a community is very good, in securing the supply chain, because sometimes in the government, there is a lot of bureaucratic process, they don't know in which village A and B, additive is not there. So that I think community, we have a better communication channels. And lastly, I think I would like to mention about the cross borders. When I talk here about cross border, not only across international border, but
across village, across district, between province. So these things are very important that we need to consider, and I think that civil society can play a very important role for that. But one of the challenge when we work on the country dialogue, when the fund is reducing, government would say, okay, yes, okay, they reduce everything, evenly. But for example, in Laos, I raised the question why the malaria programs, the public still have still own, a high percentage, but civil society is low. So that I think that if you reduce 70%, that all have to be reduced 70%, no? Not to argue that, okay, yeah, because we have to do that, we have to do survey. I think that if they recognize the importance of civil society, then they need to provide the funding, adequate funding. And our civil society, they would like to propose that now malaria is very low. Probably civil societies, community are better, in at the ground level, like prevention of reinfection. They know better because they are there. Maybe the public should do the role of monitoring, supervision, certification, rather than, to unbug everything. And I hope that not only, at the country level, but I hope that in Geneva, when they receive the funding request, the TRP can have a look. If we talk about human rights, gender, and so on, please look about that, whether importance have been given, to civil societies. And I think this is important. So I stop here. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Petsovan, for this proposition. I think you speak about many things that is very interesting. Continue community-led services, involve malaria testing, etc. And this is very important to be taken into account in GC8 activities. Thank you very much. Now we will go to Eva Muturi, who is a malaria representative in the CCM of Kenya. Morning, Eva. Can you tell us, we have seen the presentation of Alistair on human rights and gender aspects and guidance from malaria also. Can you tell us from your experience, how can we reduce equity, human rights, and gender-related barriers in order to improve access to malaria services? Can you share us your experience on it? Eva, is she here? I think Eva have some connection problem. So we will give the floor to Dr. Belem while waiting if Eva will be able to join us. Good morning, Dr. Belem. You can speak French. Bonjour, Dr. Belem. Oui, bonjour, Ida. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Donc, nous allons vous passer la parole. Vous êtes programme manager au niveau de Progetto Mondo, qui est le SR de malaria au niveau de Burkina Faso. Voilà, vous pouvez nous partager un peu les recommandations du G8 sur le paludisme, voilà, du point de vue des communautés. Merci. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole pour partager effectivement des réflexions sur les recommandations du Fonds mondial concernant donc le GC8. Alors, je commence à souligner que, bien sûr, il y a eu des progrès énormes, bien sûr, dans la lutte contre le palud, mais les défis restent importants. Quand vous prenez l'Afrique, c'est le continent qui enregistre donc le plus de cas et de décès, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les populations en situation de déplacement ou de mobilité, donc, sont les populations les plus vulnérables à la maladie. Et bien sûr, au niveau du Burkina, voilà,
il y a bien sûr les défis donc qui existent toujours en termes donc d'accès, d'équité, de genre, de respect des droits, de qualité des services d'engagement communautaire et bien sûr des questions de multisectorialité. Et par rapport à cela, donc au cours donc du G7, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été faites, prises donc pour justement contrer ces insuffisances, que ça concerne donc l'accès au traitement, la lutte, la chimioprévention préventive, la lutte antivectorielle, effectivement, l'accès au vaccin qui a été introduit récemment. Alors, oui, alors donc la participation des communautés que je vais résumer ici, elle n'est pas totale, mais il faut dire qu'il y a un effort qui est fait, par exemple, avec les agents de santé communautaires qui sont déployés dans l'ensemble du pays avec plus de 17 000 agents de santé à base communautaire, donc dans les différents villages, et plus de 15 000 ASBC supplémentaires, ce n'est pas 1 500 mais 15 000 dans les zones qu'on appelle la zone à défi sécuritaire, donc pour accélérer et renforcer l'accès aux services de santé à base communautaire. Et il y a aussi, bien sûr, la question du suivi dirigé par la communauté, les CNM, qui est donc conduit à travers 75 organisations communautaires impliquées et qui sont sous la responsabilité donc du RAM. Et bien sûr, des activités de communication pour un changement social et de comportement et qui est réalisé, donc, sont réalisées par 154 organisations à base communautaire de la société civile, réparties donc l'ensemble des 70 districts sanitaires donc, du pays. On peut avancer la diapositive. Voilà. Alors, il faut dire que je m'attarderai sur l'action de ces OBC pour dire que c'est une action donc, qui est intégrée au système de santé à travers justement l'attribution des aires de santé des responsabilités à chaque OBC, et ceci en accord avec les équipes cadres de district, et bien sûr un paramétrage donc, des CSPS donc, dans l'entrepôt de données sanitaires du ministère de la Santé pour que les OBC puissent entrer elles-mêmes les données provenant donc de leurs activités et que le personnel de santé au niveau périphérique participe à la supervision des actions des acteurs communautaires au niveau périphérique. Alors, pour programmer aussi les activités de ces OBC, on tient compte d'un certain nombre de paramètres, notamment l'incidence du palud, on met l'accent sur les régions et les districts qui ont une forte incidence du paludisme. Les zones rurales sont privilégiées par rapport aux zones urbaines parce qu'on a moins accès donc aux services de santé, à la communication, la densité de la population. L'accès géographique est très important. Vous savez qu'il y a des villages, par exemple, dans les zones agricoles où il y a des difficultés de déplacement pour rejoindre certains villages et puis aussi les populations qui se déplacent pendant la saison des pluies pour aller donc dans les hameaux de culture, donc des villages qui sont très éloignés des centres de santé sont privilégiés donc dans l'action donc de ces acteurs de la société civile. Au niveau aussi de l'accès sécuritaire, c'est pris en compte, notamment il y a des zones où il y a un problème d'accès sécuritaire, donc il y a une évaluation sécuritaire et il y a la mise en œuvre donc d'actions, de stratégies adaptatives pour permettre donc à ces acteurs communautaires donc de délivrer donc des services de communication pour un changement social de comportement, notamment il y a des animateurs endogènes dans ces zones pour justement permettre de pouvoir donc conduire les actions sur place. La programmation donc, des activités est faite conjointement entre les organisations à base communautaire et les responsables des centres de santé. Alors, il faut quelques résultats. Il faut dire que, vous voyez là, en termes donc, de sensibilisation de populations qui sont touchées grâce à l'action donc, des acteurs communautaires, plus donc de 2 millions pour l'année 2024 et 2025. Ce sont des populations donc, qui n'auraient peut-être pas eu l'information sur le paludisme s'il n'y avait pas l'action donc, de ces acteurs communautaires. Alors, aussi les résultats en termes donc, de contrôle de l'accès aux services de prévention, notamment l'accès au MILDA, par exemple pour les femmes enceintes
et les enfants de moins de 5 ans, le gouvernement a mis en place donc une distribution de routines donc des moustiquaires, donc et les acteurs communautaires vérifient au niveau communautaire si justement ces femmes et ces enfants ont eu accès à ces moustiquaires et dénombrent donc les femmes et les enfants qui n'ont pas eu accès à ces moustiquaires et rentrent en contact avec les services de santé pour permettre justement de corriger donc ces insuffisances d'accès aux services de prévention. Voilà, c'est la même chose pour l'accès, par exemple, au traitement préventif intermittent pendant la grossesse et à la vaccination aussi. Et vérifie donc les enfants qui n'ont pas eu accès à la vaccination. Il y a également, justement, ces acteurs communautaires intègrent la destruction donc, des gîtes larvaires lorsqu'ils vont donc dans les ménages à travers des visites à domicile, intègrent donc la destruction des gîtes larvaires au niveau donc des ménages, réfèrent donc les femmes qui n'ont pas été à la consultation prénatale pour qu'elles puissent aller faire la consultation prénatale et bénéficier de tous les services qui vont avec, notamment la prise donc de la prévention contre le paludisme et bien sûr la dotation avec la moustiquaire. Alors, en termes de perspective, dans le cas du GC8, on insistera sur le renforcement du dispositif des ASBC. Donc, ils sont bien déployés, c'est vrai, mais il faut renforcer donc la formation, la motivation et la disponibilité des intrants pour ces ASBC, renforcer les dispositifs donc des CLM au CAS. C'est aussi des questions de formation des acteurs impliqués, le maintien de l'engagement des ressources humaines et renforcer les actions de plaidoyer issues donc de la collecte des données. Renforcer les informations des OBC impliqués dans la communication et soutenir les initiatives d'autonomisation des communautés à la base. Il y a ce qu'on appelle les LAFITON qui ont été donc, sont des clubs de santé communautaires, c'est des groupes communautaires qui sont donc formés et qui sont donc impliqués dans la promotion la santé, dans les questions d'assainissement. Au niveau village, il y a aussi ce qu'on appelle les comités villageois de lutte contre le paludisme. Le renforcement du rôle des femmes leaders dans la lutte contre le paludisme, c'est très important. Les femmes sont doublement concernées par le problème du paludisme parce qu'elles constituent la majeure partie donc des populations vulnérables, femmes enceintes, et aussi elles s'occupent plus des enfants de moins de 5 ans, donc et ensuite, elles sont très organisées au niveau communautaire, donc il s'agit donc de faire vraiment la passerelle avec ces organisations féminines depuis le niveau national jusqu'au niveau des villages pour justement renforcer l'action communautaire sur l'information sur le paludisme, sur le suivi donc de l'accès aux services. Voilà, il y a aussi qu'on peut intégrer les activités de lutte contre le paludisme dans les activités des organisations communautaires hors service de santé, renforcer le partenariat avec les communautés et les représentants dans la conduite des programmes de recherche innovants. On a vu qu'il y a des projets de recherche qui ont connu des difficultés justement parce qu'il n'y avait pas cette implication communautaire. C'est très important dès le début de le faire. Ici, c'est quelques obstacles, défis qui ont été identifiés justement par le CLM au CAS et qui doivent être traités dans le cadre du GC8. On insistera par exemple sur la couverture insuffisante des services préventifs pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 1 an. Voilà, alors, au niveau des OPC, on l'a dit, les supports de communication doivent être adaptés. On a entendu parler justement de la question digitale. Il faut s'adapter justement à l'environnement numérique. Et donc, il faut former les équipes des OBC aussi sur justement l'utilisation donc de ces outils de façon donc à contrer les mauvaises informations qui sont souvent véhiculées par des canaux non maîtrisés qui vont jusqu'au niveau communautaire et qui compliquent la lutte, et compliquent l'adoption donc des méthodes de prévention et de prise en charge de palud. Et intégrer donc justement, lorsqu'on va dans les communautés, l'intégration, c'est vrai, le paquet des OBC est complet, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une coordination, une concertation, une intégration entre les différents acteurs communautaires, depuis donc les LAFITON, les ASBC, les animateurs de l'OBC, donc au niveau communautaire. Donc, et lorsqu'on va en communauté, on ne doit pas se contenter naturellement de faire de la communication. On doit aussi contrôler l'accès aux services préventifs. On doit intégrer, par exemple, d'autres services comme la recherche de tout chronique, de tousseurs chroniques, la vérification du statut nutritionnel des enfants, tout ce qui peut permettre effectivement de renforcer la lutte contre la maladie.
Voilà, donc en conclusion, je dirais donc que pour ce GC8, il faut renforcer les moyens d'action communautaire déjà mis en place au cours du GC7 en favorisant l'intégration et l'autonomisation. On sait que les ressources sont rares, mais il faut favoriser justement quand même que cette action communautaire puisse se poursuivre. Il faut renforcer bien sûr les passerelles vers les moyens, les sources de financement endogènes notamment et intégrer cette action au niveau périphérique, au niveau donc des collectivités, faire donc donner plus de visibilité à l'action de ces acteurs communautaires pour qu'il y ait donc un renforcement au niveau périphérique, renforcer la participation des groupes et leaders féminins et renforcer les moyens d'intégration dans la lutte contre le paludisme dans les groupes communautaires hors secteur santé. Et voilà donc, Ida, un peu les réflexions que je voulais partager avec vous, avec les différentes personnes, et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Belem, pour cette présentation. Merci pour toutes ces propositions qui guident la société civile et les communautés malaria dans le cadre du GC8. Merci. Donc, je pense que nous sommes pris par le temps, nous allons avancer rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Avant que nous passions à la présentation de Nulika sur les outils qui sont disponibles pour le GC8. Okay, I don't see an. So I think I will give the floor to Nulika to present us the new tools and resources for community engagement in GC8. Hello, Nulika. Thanks, Ida. I'm just going to very quickly present what kind of support is available from Community Engagement Strategic Initiative to support communities to engage stronger and better in the current country dialogue processes. So the first element of support is the short-term TA that is provided through the CESI. This mainly includes up to 30 days of consultancy fee, as well as some resources for country-level activities, including organizing consultations, meetings. As of now, the CESI is supporting about 35 technical assistants for community engagement in GC8 country dialogue processes. And in this cycle, we have made sure that all the technical assistance requests bring together HIV, TB, and malaria communities together. So it's not just a single disease technical assistance request, but communities coming together to apply for technical assistance. And the TA mainly support with identifying community priorities across the 3 diseases, finalizing community priorities and validating them, and also costing. And importantly, as you see on the left side of the slide, we have 2 tracks. The first track is to support community engagement in consultation processes for the funding request. And the second track is supporting communities to engage in grant making. If you, we have now closed receiving applications for window 1 and 2. We can consider window 3 and 4 as well. If you would like to explore the opportunity to apply for technical assistance, please reach out to your respective learning hub in the region, and they will support you with that. Next slide, Ida. The next level of support available through CSI is something called rapid engagement support. These small grants, in other words, are provided through the learning hubs to again support communities to engage in the country dialogue process. The difference between a TA and a small grant is TA is mostly focused on the technical assistance aspect, whereas a small grant or rapid engagement support is mainly around providing minimum resources to organize a community consultation to complement the country dialogue process. Once again, we have close to about 20 small grants that are ongoing, supported by the learning hubs across the countries where the Global Fund is investing. And if you would like to explore the possibility of receiving a small grant, please reach out to your respective learning hubs. Once again, these are not disease specific. These are mainly to support communities across 3 diseases to come together. Next slide, Ida.
These are the learning hubs. We have learning hubs for all the 6 regions. You may already know the focal point for your regional learning hub, but Ida will be sharing these slides and you will have all this context. Next slide, Ida. This is the community engagement toolbox. This includes tools that will support you to engage in the country dialogue processes and different aspects of the ground cycle. And these tools are developed by different civil society partners as well as community engagement strategic initiative partners. So the toolbox include tools to support you with consultations, costing community priorities, engaging in national strategic plans, communication, access to technical assistance. And this toolbox will be updated at the end of May again, and you'll have the updated version shared with you by your respective regional learning hub. Next slide, Ida. Here you will have a couple of tools that are specifically developed by our CSI partners for GC8. Underlined, or the first 3 on top, they are already developed and publicly available. The first one is on GC8 community consultations. This tool gives you a good guide on how to organize a community consultation, different methodologies to use to prioritize community priorities and put together community annex. The second one is what must I know about GC8? This is also a tool that simplifies the key aspects of GC8, sustainability and transition. The name itself stands for it. We also have a tool coming up on service integration, a very key topic in GC8. The community costing tool allows you to cost community priorities. It comes with a guide and an Excel sheet. The English version is already available, and our Francophone Africa Learning Hub is finalizing the French translation. And finally, a community guide on RSSH. I also want to mention that we have developed a couple of podcasts to support communities to understand GC8 guidance better. And these podcasts are under 8 minutes, so they're not too long for you to listen. And each podcast, we have a guest from Global Fund unpacking GC8 guidance for you with answering 3 questions. We already have a podcast for HIV/TB. We are having one for malaria. And then we also have podcasts for unpacking human rights and gender considerations. Upcoming podcasts include integration, sustainability and transition, and RSSH. And these podcasts will also be shared with you by your respective regional learning hubs. Let me stop here. I know it's fast, but if you do need any support or want to explore any support, please feel free to reach out to your respective learning hubs and they will be supporting you with that. Thank you. Over to you, Ida. Thank you very much, Nolika. Nolika is the Learning Hubs coordinator, all the Learning Hubs coordinator. Thank you for this presentation. So we will now move to the end. I think we will just take 2 minutes to make a recap of what has been said. And for that, I will give the floor to Hamza to do the summary of all things that have been said during this webinar. Hamza, à toi. Merci beaucoup Ida, merci beaucoup à tous les différents intervenants, merci beaucoup à l'organisation, à toute l'équipe d'organisation de cet important webinaire. Donc je voulais faire un résumé rapidement de tout ce qui a été dit et développé au cours de cet important webinaire. Nous avons d'abord commencé avec la présentation de Alistair, qui nous a rappelé les différents obstacles qui limitent, j'allais dire, un accès équitable donc aux services de soins de lutte contre le paludisme, notamment pour les populations clés et vulnérables. Donc, notamment, nous pouvons retenir, entre autres, les obstacles, surtout en lien avec les situations sécuritaires, mais aussi avec les catastrophes naturelles. Et donc, cette présentation a été suivie des questions-réponses qui ont été donc posées par les différents participants, au cours desquelles Alistair a donné des réponses assez claires et précises sur notamment la question de l'intégration, la question aussi
de la prise en compte de ces obstacles dans le cadre du GC8, mais aussi en fait, le niveau d'engagement communautaire en lien avec ces obstacles qui sont liés aux genres et droits humains dans le cadre du GC8. Ensuite, nous avons passé la parole à Fidèle de Impact Santé Afrique, qui a modéré donc la deuxième session. Et cette deuxième session a porté premièrement sur une présentation donc du guide communautaire, donc CS4Me pour le GC8, pour donc les guides communautaires sur l'engagement communautaire pour le GC8, donc en termes de la participation des communautés à la lutte contre, au processus, j'allais dire, du GC8 pour le paludisme. Nous avons eu aussi un rappel du cadre modulaire du Fonds mondial pour le GC8, notamment par rapport à la composante palu. Et tous ces deux documents ont été partagés à travers un lien, dont je demande en tout cas les acteurs ici présents de pouvoir vraiment prendre le temps de parcourir ces documents, parce que c'est des documents très, très importants pour nous dans le cadre du processus, mais aussi au-delà même du processus, comme l'a si bien dit Fidèle. Nous avons eu droit ensuite à un panel qui a été animé par deux grands experts communautaires, à savoir Nafis Atame du Cameroun et Dr Dia Montaga du Sénégal, qui sont revenus effectivement sur la place des organisations de la société civile, des communautés, mais aussi des agents communautaires dans le cadre donc de la lutte contre le paludisme, notamment leur rôle dans l'accès au service de lutte contre le paludisme. Et nous avions aussi discuté avec, enfin, ces deux panélistes ont aussi abordé la question de l'intégration, parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien, l'une des grandes orientations stratégiques du Fonds mondial dans le cadre du GC8, c'est l'intégration des services. Comment intégrer les différents paquets de services de lutte contre les 3 maladies subventionnés par le Fonds mondial. Et ces panélistes ont en tout cas partagé leur expérience, notamment au Cameroun et au Sénégal, pour faire face à cet aspect d'intégration, dont des débats ont été quand même très enrichissants en rapport avec comment renforcer les communautés, comment renforcer les agents communautaires pour qu'ils puissent être vraiment des véritables acteurs d'intégration. Donc, par exemple, Dr Dia nous a rappelé que quand même c'est déjà quelque chose qui a été expérimenté dans un certain nombre de pays bien avant. Donc, il suffisait juste de réchauffer les choses et de les adapter pour que les communautés puissent vraiment être au rendez-vous. Et nous avons eu droit ensuite à un deuxième panel qui s'est orienté sur les défis rencontrés par rapport à la réponse de lutte contre le paludisme. Donc, nous avions suivi l'intervention du docteur, excusez-moi peut-être de la prononciation, Ratana Zai, donc de l'Asie-Pacifique, plus principalement de Laos, qui nous a parlé effectivement des obstacles ou aussi des obstacles d'accès aux services de lutte contre le paludisme, notamment pour les populations au niveau des zones forestières qui subissent une discrimination par rapport à leur activité quotidienne et dont il s'avère que ces populations-là sont des populations à haut risque. Docteur Fetouwana nous a vraiment édifié par rapport au rôle que les communautés jouent, par rapport surtout aux aspects de CLM, aux aspects des questions d'intégration, mais les grands défis restent et demeurent pour docteur, les outils, comment faire en sorte que, comment outiller les acteurs communautaires pour qu'ils puissent véritablement prendre en compte les aspects de l'intégration, mais aussi la question de leur renforcement des capacités. Nous avions ensuite suivi Dr Belem, qui nous vient du Burkina Faso, qui est donc le programme manager d'une organisation de la société civile communautaire, qui est SR, donc du Fonds mondial de lutte contre, pour les subventions malaria au Burkina Faso, qui nous a rappelé le rôle qu'ont joué les communautaires dans le cadre des GC7 et ces activités ou ces interventions, ces résultats qui méritent d'être capitalisés pour qu'ils servent en tout cas de point de repère pour mieux orienter les interventions des communautaires dans le cadre des GC8. Il nous a rappelé, en tout cas, il nous a partagé un certain nombre de résultats, notamment par rapport aux aspects de sensibilisation, d'information
de communication, mais aussi de la promotion donc, des services de prévention de lutte contre le paludisme au niveau du Burkina Faso, où nous avons vu des millions de personnes qui ont reçu l'information ou qui ont eu en tout cas des actions de sensibilisation, d'orientation à travers les CLM pour qu'ils puissent accéder aux services de lutte contre le paludisme, notamment les aspects de prévention, à savoir donc la MILDA, la CPS, la vaccination, etc., etc. Nous devrions aussi suivre un de nos panélistes donc, qui nous proviendrait de Kenya, qui n'était pas disponible, Eva. Donc, je pense que ce n'est que partie remise pour l'intervention d'Eva. Alors, le webinaire donc, a continué avec l'intervention de Niluka, qui nous a fait une présentation assez très bien précise et très orientée par rapport aux outils disponibles au niveau donc du Fonds mondial, notamment les outils en rapport avec les assistances techniques à court terme, mais aussi la mise en place des consultants pour les communautés au niveau donc pays et les organisations de la société civile. Il nous a aussi donné un peu des orientations par rapport aux dispositifs de demande d'assistance technique, mais aussi des outils qui existent, notamment des outils qui nous permettent ou qui nous guident par rapport à la priorisation des besoins communautaires, mais aussi par rapport à la question des budgétisations. Nous avions eu aussi droit à avoir de la part de Niluka le rappel des 6 hubs donc, du Fonds mondial donc, qui fournissent en tout cas des informations, des actions de renforcement des capacités et d'orientation pour les organisations de la société civile, mais aussi la présentation de quelques outils qui sont soit mis à jour ou qui sont en cours de mise à jour pour servir de support pour les organisations de la société civile dans le cadre des GC8. Voilà donc ce que nous pouvons retenir rapidement, Ida, par rapport à ces webinaires. Merci beaucoup. Merci Hamza pour ce résumé de notre webinaire. Je pense qu'on a un peu débordé, nous nous en excusons et notre webinaire tire vers sa fin. Juste remercier tous les panélistes, tous les intervenants, tous les participants. Ida, tu n'es pas audible. Hein? Allô, vous ne m'entendez pas? C'est bon, vous m'entendez? OK. Donc, je disais que notre webinaire tire à sa fin maintenant et remercier tous les intervenants et tous les participants. Et juste rappeler que, comme l'a dit Nulika, nous avons de l'assistance technique qui est toujours disponible pour ceux qui soumettent à la fenêtre 3 et 4. N'hésitez pas à contacter vos différents hubs régionaux pour avoir les informations pour la soumission. Il y a aussi les small grants qui sont également disponibles. N'hésitez pas à contacter les différents Learning Hubs. Merci encore à tous pour votre participation et à bientôt et bonne suite à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, docteur. Merci, au revoir Ida, merci, au revoir Hamza, merci Fidèle, merci à tous.